Il y a une phrase de Jo Bousquet qui est très très belle. Il a dit « J'ai travaillé, écrit, j'ai vécu de la vie des revues ». Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de traduire en évoquant donc l'aventure des Cahiers du Sud. Autre préliminaire que je voudrais faire aussi tout de suite, je vais beaucoup dater les choses. Je vais dire ça, nous sommes en 1928 à Carcassonne. Ici, nous sommes un jour de janvier 1945 et quelqu'un qui s'appelle Gabriel Bertin va mourir. Un autre jour, c'est un autre ami de Jo Bousquet qui s'appelle Pierre Cyr qui va disparaître. Et on est également en 1945. Je vais dire qu'en 1966, c'est la fin des Cahiers du Sud. Mais je voudrais aussi faire entendre, si c'est possible, ce qu'a magnifiquement dit tout à l'heure Yves Rouquette, que c'est même s'il y a de la nostalgie, même si c'est très daté, eh bien, quelque part, ce que j'ai envie de vous raconter, ça sent le futur. Alors donc, il y a trois personnages dans mon exposé, c'est Jean Ballard, Jo Bousquet et René Nelly. Et je vais m'efforcer rapidement de suivre la trajectoire de leur existence et montrer à quel point leurs existences ont été magnifiquement intriquées. Quand je pense aux Cahiers du Sud, il se trouve donc que j'ai écrit ce livre sur leur histoire. Aujourd'hui encore, puisque j'ai écrit ça en 1993, aujourd'hui encore, je suis émerveillé par la petite machine, par l'écosystème qu'avaient créé ces gens-là. Et je vais essayer de le rappeler le plus brillamment possible. Il faut savoir donc qui est un petit peu M. Jean Ballard. C'est un grand méconnu, mais je pense que c'est un des artisans indispensables de la littérature du XXe siècle. Alors on le date, il est né justement avant l'autre siècle, en 1893. Tout à l'heure, je vais dire Jo Bousquet est né en 1896, René Nelly est né en 1906, et pour préciser aussi leur différence d'âge. Cet homme faisait une profession qui existe encore, qui est une profession complètement d'un autre âge, complètement médiévale. Il était à Marseille un peseur juré. Qu'est-ce que c'est qu'un peseur juré? C'est un monsieur qui se lève à 11 heures dans la nuit et qui va sur le cours Julien, qui est un cours important à Marseille, vérifier les poids et les mesures des marchandises, des fruits et des légumes qui sont dans ce grand marché qui autrefois était au cours Julien. Et donc il rentre à 5 heures du matin, il fait un petit roupillon et ensuite, toute sa journée, il va travailler à sa revue dans un endroit qui s'appelle le Grenier des Cahiers du Sud et qui autrefois était Discours du Vieux-Port et maintenant est Discours Jean Ballard. Alors, son propos, d'une manière sempiternelle, je répète toujours une anecdote que je trouve tout à fait merveilleuse qui m'était livrée en 1991 par un vieux monsieur qui s'appelait Gabriel Daubared, que j'ai rencontré parce que c'était un des derniers témoins des Cahiers du Sud. Lorsque j'ai écrit ce livre, il y a eu un grand témoin pour moi, c'était Jean Tortel, je en parlerai un petit peu de lui, mais tous les autres avaient disparu. Je connaissais un peu Marcou Ballard, je n'ai jamais parlé avec Jean Ballard. Gabriel Daubared, c'était un vieux monsieur tout à fait merveilleux, tout à fait désuet, tout à fait souriant, et il m'a livré une anecdote qui a sa valeur, parce que c'est une anecdote en plus qui vient d'André Gide. Et un jour, André Gide, qui était tout à fait malicieux et qui était peut-être un petit peu sévère, a demandé à Gabriel Daubared, mais rappelez-moi, je reviens de Marseille, là, rappelez-moi, mais qui c'est ce type-là, rappelez-moi le nom de ce monsieur. Vous savez, la nuit, il pèse des fruits et des légumes, et pendant le jour, il pèse des vers, il pèse des textes. Voilà. Alors, Jean Ballard, c'est un monsieur qui n'est pas allé à l'université, mais moi j'aime beaucoup l'université. Il a fait ses études jusqu'au baccalauréat dans un lycée qui est très connu à Marseille, qui s'appelle le lycée Thiers, mais qui à cette époque-là n'était pas prestigieux, n'était pas merveilleux, qui était un bon lycée sans plus. Je pourrais citer les noms de ses professeurs, c'est des gens qui étaient plutôt du côté de Mistral et de Philibrige. Et il n'a pas fait d'études. La guerre, en plus, a fait une cassure dans son existence, la Première Guerre mondiale, pendant laquelle il s'occupait déjà d'une revue qui s'appelait Fortunio, qui est l'ancêtre des Cahiers du Sud. Et cet homme-là, profondément, c'est ce que raconte l'un de ses proches amis, Léon Gabriel Gros, cet homme-là, en fait, n'était pas fait pour la poésie contemporaine. Jusque sur le tard de la vie, me dit-on, il récitait du Le Comte de Lille, il récitait de l'Edmond Rostand, il adorait les Parnassiens. Eh bien, cet homme-là, c'est pourtant lui qui a su, avec intransigeance, avec finesse, accepter ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité. Dans les années 64-66, eh bien, quand on regarde les sommaires des Cahiers du Sud,
Jacques Réda en témoignerait. On a des écrits, donc justement de Réda, on a quelqu'un comme Jules Stéphan, il y a Michel de Guy, il y a Marcelin Pléné. Et donc ça, c'est quand même en 64-66, c'est le moment où tel quel est en train de prendre énormément d'importance. Et ben, les Cahiers du Sud ne sont pas du tout retardataires, ils sont capables d'enregistrer tout ça. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, la finesse de Jean Ballard, ça a été de constamment à faire la chasse aux textes, aux choses novatrices, et d'être justement l'une des revues qui soit capable, à telle ou telle époque, de dire mais voilà sur quoi nous pouvons parier, voilà où ça sent le futur. Alors par exemple, juste avant la guerre, c'est des gens comme Armand Lubin, c'est des gens comme Henri Thomas, ou comme Jean Quérol, ou comme Gaëtan Picon qui sont publiés. On est en 37-38, et ces types-là ont 25 ou 26 ans. Un monsieur très bien comme Georges-Emmanuel Clancier dit l'une des premières revues qui me publie, c'est justement les Cahiers du Sud. Parce que Jean Ballard a construit une plateforme, un comité de rédaction, et puis puisque surtout, il va aller voir des gens qui sont passionnants, et c'est là que bientôt je vais vous parler de Joe Bousquet. Mais avant Joe Bousquet, il y a eu un espèce de météore dans l'histoire des Cahiers du Sud qui s'appelle le poète André Gaillard, qui est un personnage très très mystérieux, dont la ligne de vie est extrêmement courte, mais à partir duquel s'est constituée profondément l'histoire des Cahiers du Sud. 1914-1918, donc les Cahiers du Sud s'appellent Fortunio, ça sent Alfred de Musset. Ensuite, dans les années 20, il arrive à Jean Ballard d'être complètement émerveillé par la nouvelle revue française. Il travaille avec des gens merveilleux comme Marcel Brion ou comme Gabriel Daubared. Et j'ai la surprise, ou quelquefois, de voir des gens, soit que j'aime beaucoup, comme Anatole France, soit pour lequel je n'ai pas un immense respect, comme Maurice Barrès, qui sont dans les sommaires des Cahiers du Sud. Et puis, 1926, arrive une espèce de profond coup d'État qui est mené par un poète qui vient de La Rochelle, qui travaille à la compagnie de navigation Paquet, qui s'appelle André Gaillard. André Gaillard est un des êtres, à mon avis, les plus surprenants et les plus mal connus de la littérature française. C'est quelqu'un qui, brutalement, alors que les surréalistes ne sont pas connus, va introduire dans sa revue mais tous les noms importants. Mais pas simplement André Breton, Paul Éluard, mais aussi tous les futurs dissidents, les gens qui vont être exclus du mouvement. Il y a Roger Vitrac, il y a Léon Pierrequin, il y a Pierre Morange, il y a René Daumal, il y a Roger Gilbert-Lecomte. Eh bien, comme ça, alors que ces gens n'ont pas 30 ans, et qu'André Gaillard lui aussi n'a pas 30 ans, les voilà qui apparaissent dans cette revue. Il y a des gens plus savants que moi, plus érudits que moi, qui ont fait des comptages, et ils ont raison de faire des comptages, d'être quantitatifs. Quand on regarde et on comparait comme ça, deux poids, deux mesures, c'est toujours le peseur juré, ce que Jean Paulhan, être magnifique, personnage, à mon avis, le plus extraordinaire de la littérature du XXe siècle en tant que directeur de revue, Paulhan publie moins les surréalistes que ne le font les Cahiers du Sud. Et donc, si vous voulez, Jean Ballard, qui avait donc l'ADN que je vous racontais, qui venait d'Edmond Rostand et de Lecomte de Lisle, a été capable de saisir, sans démagogie, ce qui était la saveur de l'inconnu, et être capable donc de publier Robert Desnos, mais pas seulement Robert Desnos, de publier Jules Supervielle, de publier Marcel Jouandeau. Et donc, si vous voulez, son existence de peseur juré tout à fait modeste, de directeur de revue qui a eu beaucoup de mal pour boucler ses budgets, qui même a constamment été ce qu'on appelle un frère mendiant, parce qu'une revue ça coûte cher, parce que les abonnés ça ne suffit pas, parce qu'il avait ce système de sponsoring et de mécénat avant l'heure qui lui permettait, avec des pages de publicité, de tenir la gestion et l'administration de sa revue. Eh bien, Jean Ballard, toute sa vie, à partir disons, de 1926 jusqu'en 1966, c'est la clôture et c'est le dernier numéro, il y a 390 numéros dans cette revue, jusqu'à la clôture a été disponible pour ce qu'on peut appeler une sorte de bonne nouvelle. Il a très peu écrit, Jean Ballard. J'avais, pour les éditions Rivage, rassemblé un certain nombre de textes qu'il avait composés, et il a une phrase que j'aime bien. Son ton, lui aussi, ça va s'entendre, c'est pas complètement le ton moderne, il y a quelque chose aussi qui n'est pas marseillais, qui n'est pas d'un autre siècle, mais c'est son ton à lui. Et il explique, c'est un texte qu'il appelait Fronton pour un jeune poète, qui date des années 50. Il entend, il perçoit ce qu'on peut appeler dans le langage d'aujourd'hui la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'arrivée d'un nouveau poète. Alors c'est un peu imagé, vous savez peut-être que les Cahiers du Sud habitaient dans un grenier qui était au 4e étage d'un vieil immeuble, et voilà comment Jean Ballard, c'est peut-être un courrier qu'il a simplement, c'est peut-être pas quelqu'un qui arrive,
Il dit justement « J'entends un pas dans l'escalier. Je le reconnais entre mille, c'est celui du jeune inconnu. Il monte, tant d'autres ont grimpé avant lui ces marches, il se demande de quel cœur ils les ont descendus. Et soudain, je me sens ému à la pensée d'autres arrivées, d'autres visages, surgis d'un passé proche ou lointain. En une seconde, je revois ces aînés qui vinrent ici et ne sont plus. La première entrée d'André Gaillard et le moment qui suivit d'attente lumineuse. Plus tard, celle de Bertin qui glissait énigmatique et silencieux. J'entends encore le chahut, le clairon goguenard de Robert Desnos qui s'annonçait en gueulant dès le premier étage. Et l'inoubliable voix d'Éluard, tantôt grave, tantôt gavroche, dont les silences semblaient retenir le temps. Éluard, qu'on croyait à chaque passage voir pour la première fois. Donc cet homme a été habité par la venue de ce qu'on peut appeler la poésie, et en même temps c'était quelqu'un qui était très administrateur, qui est très négociant. Ce n'est pas du tout quelqu'un de chimérique, mais il a su se rendre disponible à quelque chose qui ressemble à l'inconnu. Il a pris le bout de la nuit par l'endroit qu'il pouvait, et notamment, justement, grâce à André Gaillard, j'en viens enfin à Jo Bousquet qu'il a rencontré. Pour ce qui est de Jo Bousquet, la rencontre s'est d'abord faite donc justement par l'intermédiaire d'André Gaillard. Ça date de 1928, du mois de mai, et c'est René Nelly qui a raconté à plusieurs reprises cette histoire. Vous savez que les personnes qui ont initié Jo Bousquet à la peinture surréaliste, c'est Gala et Paul Éluard. C'est Gala et Paul Éluard qui ont présenté Max Ernst à Jo Bousquet. Or, il se trouve donc un jour, venant de Marseille, prenant un train dont je vais vous parler tout à l'heure, en 1928, eh bien, André Gaillard est allé jusqu'à Carcassonne. Jo Bousquet était le gisant que vous savez. Ils se sont promenés dans la cité et ils ont passé une grande soirée où, raconte Nelly, ils ont longuement parlé de Novalis et puis de, je prononce mal, d'Henri d'Ofterdingen. Et ce jour-là, Nelly date mal, d'ailleurs il croit que c'est 1926 parce qu'il est né en 1926. Ce jour-là, donc, René Nelly a 22 ans. Et quant à Jo Bousquet, il est un peu plus âgé.